Ce sont des remarques qui viennent de cette expérience que tout le monde fait lorsqu'on fait de la traduction, à savoir que quand on regarde une langue d'aussi près que lorsqu'on est obligé de la traduire, lorsque la NRF a décidé de consacrer un volume entier à la nouvelle en Amérique latine. Et à ce moment-là, sous la direction de Fernando Carvalho, que je tiens à saluer parce qu'il a fait un très beau travail dans ce numéro de revue, on m'a demandé de faire la traduction d'un conte de mon choix. Et j'ai traduit La Muerte de los Arango, peut-être certaines d'entre vous connaissent ce magnifique conte, qui est un conte de 1955 qui est très proche de Diamantes y Pedernales, de Diamants et Silex, que je viens de traduire. Pour la première fois, je me suis coltée avec la difficulté de rendre l'atmosphère très particulière que Cárdenas réussit à créer, avec une langue qui ne ressemble à aucune autre, avec des mots employés dans un sens très particulier, à une place dans la phrase qui n'est jamais la place que l'on attend. Il y a un halo poétique très particulier autour de ce conte, La Muerte de los Arango, et qui m'a rappelé cette phrase de Proust que je vous citais, que je vous reciterai à la fin en la complétant. Proust qui dit « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ». Et je trouve cette phrase magnifique et particulièrement adaptée à Arguedas. Vous savez que lui-même a toujours prétendu que cette langue étrangère qu'il écrivait, c'est parce qu'il avait d'abord parlé le quechua. Nous savons tout à fait que c'est faux, que c'est complètement inventé, qu'il n'a jamais parlé le quechua avant l'espagnol. Et donc, en fait, l'étrangeté, la singularité de sa langue vient en réalité de son inventivité et pas du tout du quechua. Alors, donc, dans le cadre du centenaire de sa naissance, on m'a proposé deux traductions, celle de Diamantes y Pedernales, qui date de 1954, donc à peu près la même époque que le conte dont je viens de parler, et El Sexto de 1961. Deux livres complètement dissemblables, ce qui d'ailleurs ne va pas sans poser de difficulté pour un traducteur, parce qu'il faut réajuster complètement ses habitudes. Diamantes y Pedernales, qui se situe dans l'atmosphère andine qu'on est habitué à associer à Arguedas, un monde tenu par de grands terratenientes, avec des quartiers indiens, une musique très prégnante. C'est le règne des hommes à cheval, le tout dans un paysage impressionnant, ce que Arguedas appelait la monstrueuse orographie des Andes. Le deuxième, tout à fait différent, est un roman carcéral inspiré de l'expérience d'Arguedas qui, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, a passé quelques mois en prison. Il a ensuite laissé reposer cette expérience pendant de très longues années et il en a tiré un roman. Il a narrativisé complètement, échangé, modifié beaucoup de choses. Nous le savons d'après les témoignages de son ami, également emprisonné, José Ortiz, qui nous a laissé des souvenirs, et nous voyons une énorme différence entre les souvenirs de José Ortiz et le roman, tout à fait différent qu'Arguedas en a tiré. Il faut préciser que le premier de ces ouvrages, le plus petit, Diamantes y Pedernales, a été très bien reçu par la critique péruvienne et est considéré avec l'Agonia de Rasuniti, Los Sueños Profundos, considéré comme un de ses chefs-d'œuvre. Par contre, il n'est pas inutile de préciser que El Sexto est tombé dans un silence de mort. On a trouvé que ce livre ne faisait pas très bon effet, décrivait un système carcéral honteux, mais nous savons par Antonio Cornejo Polar que ce livre a eu un énorme succès populaire, qu'il s'est vendu et revendu sur les trottoirs et bien qu'il soit très difficile, évidemment, d'apprécier cela, puisque comme vous le savez, quand on n'a pas beaucoup d'argent au Pérou, eh bien, on rachète un livre d'occasion et on le revend sans cesse. Il est donc très difficile de calculer combien de lecteurs il y a, mais il semblerait que ce soit le livre, en fait, le plus lu par un public populaire dans toute l'œuvre d'Arguedas. Évidemment, l'atmosphère de ces deux œuvres est complètement différente, une atmosphère extrêmement poétique en ce qui concerne Diamants et Silex, et au contraire une atmosphère très rude dans El Sexto, où nous retrouvons toutes les misères qui s'attachent à la prison partout dans le monde, mais plus
plus encore dans un pays pauvre, sous la botte à ce moment-là, sous la dictature, avec tous ces problèmes d'homosexualité, de violence, de suicide, d'écrasement des prisonniers, etc. Alors, bien entendu, il faut, dans ces deux cas, manier une langue différente, essayer de s'ajuster à la tonalité si particulière de ces deux livres, qui, nous le verrons, nous allons le voir, ont néanmoins des points communs. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse à propos de Diamants et Silex, pour dire que j'ai un regret à exprimer. Si ce n'est qu'une parenthèse qui va être très rapide, j'ai un regret à exprimer, c'est que Lerne ait cru bon de demander à Mario Vargas Llosa de préfacer ce livre. Je crois que d'autres que moi vont le dire aussi. Ce n'est pas une préface, c'est la mise en forme de quelques paragraphes déjà publiés dans l'Utopie archaïca. Vargas Llosa ne s'est même pas fatigué à rédiger une préface spécialement pour le livre, pour cette occasion. Et nous savons tous, ceux qui ont lu la Utopie archaïca savent bien quelle est l'agressivité de ce grand écrivain vis-à-vis de cet autre grand écrivain. C'est triste, nous apprenons à nouveau qu'Arguedas est un hypocrite, que sa littérature n'est que mensonge et que tout ça n'a pas grand intérêt. Voilà, je le déplore, je n'ai pas été consultée et je dirais simplement, pour finir la parenthèse, que si j'avais su que ce livre comporterait une préface de Vargas Llosa, je n'aurais pas accepté de faire cette traduction. Je le dis tout net. Je me suis trouvée devant un fait accompli. Bon, ceci était une petite parenthèse, on n'en parlera plus. Il reste après un très beau livre à lire, et puis on laisse tomber la préface, et puis on y pense. Alors, quelques remarques en entrant un petit peu plus dans les détails. Je dirais que ce qui réunit ces deux livres, ce qu'il y a de commun, au-delà des dissemblances qui sont évidentes, que vous avez déjà compris à partir de ce que je peux vous dire, c'est ce que j'appellerais, le mot n'est pas très bon, mais je pense qu'il n'y en a pas de plus adapté, c'est le comportementalisme du narrateur. Dans ces deux livres, ce n'est pas le discours qui nous dit l'homme, qui nous dit les émotions, c'est le corps. C'est le corps qui trahit les sentiments, qui ne sont ni exprimés par les personnages, ni non plus analysés, fouillés par un narrateur qui serait omniscient. Arguedas est l'homme qui préfère toujours écrire, il fit un pas en arrière, plutôt que d'écrire, il eut une hésitation. Voilà, c'est tout dire. Et gestes, écarts, larmes, pâleur subite, mouvements, faux mouvements, tout ceci, la démarche, tous ces éléments sont des éléments qui incitent le lecteur à réfléchir, à se demander quels sont les sentiments du personnage. Ils nous disent tout, ce qui en même temps rend très difficile la traduction, parce que la traduction de gestes très simples devient à ce moment-là très lourde de sens et elle doit être assumée de façon extrêmement précise. Je donnerai un exemple pour ceux qui connaissent déjà Diamantes y Pedernales. Dans une scène de violence toute particulière, le terrateniente qui terrorise tout le monde découvre dans l'antichambre de sa maîtresse le musicien à qui il a interdit de sortir sa harpe et de jouer pour quiconque d'autre que lui-même. Et il est fou de rage et il a, nous dit le texte, un faux mouvement. Le faux mouvement est lié au fait qu'il voudrait prendre son fouet et puis le fouet il ne l'a pas pris avec lui. Voilà, il y a un faux mouvement. Le faux mouvement est la seule indication que nous aurons sur les sentiments de ce personnage qui passe par toute une gamme que nous pouvons imaginer. La stupeur, on lui a désobéi, c'est incroyable, la fureur, le désir de violence, l'agressivité quasi mortelle, puisqu'il va casser dans le musicien son instrument et il entame là la mort qu'il va terminer par la suite d'ailleurs. Et tout ceci est simplement traduit par un mouvement qui est en plus un mouvement inadapté. Et on peut voir une inadaptation, la perte de conscience, il ne se rend pas compte qu'il n'a pas son fouet, ce fouet dont il aimerait pouvoir se servir. Voilà, c'est un petit exemple de ce comportementalisme permanent
J'en donnerai un autre exemple dans El Sexto. Au début d'El Sexto, dans la première page, où nous suivons le personnage principal qui entre dans cette horrible prison nauséabonde. L'homme qui le précède, tout d'un coup, se retourne, lui tend la main, se met à pleurer, dit adieu, retire sa main, se retourne. Nous n'aurons pas un mot de comment, qui après d'ailleurs ne se comportera pas spécialement bien avec le héros. Voilà, on peut derrière ces gestes voir tout ce que l'on veut, un moment d'émotion, un moment de terreur avant la claustrophobie, un moment de fraternité, voilà, mais toujours traduit uniquement par des petits gestes. Alors, bien sûr, le principal, du coup, on le devine, c'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est sous la phrase et tout ce qui est entre deux phrases. Je ne vais pas, comme je ne veux pas être longue, je ne vais pas vous donner d'exemple, mais les phrases d'Arguedas, très souvent, ne se suivent pas. Je veux dire que la deuxième phrase ne reprend pas là où a terminé la première. Entre-temps, il s'est passé un monde de choses. L'enjeu même de la narration est la plupart du temps passé sous silence. Et je donnerai là un seul exemple à la fin de Diamantes y Pedernales, qui se termine de façon abrupte, rapide. On finit ce texte, ce très beau texte, sur des larmes, les larmes qui coulent des yeux d'une femme, sans aucun autre commentaire. Derrière ces larmes, un monde que celui qui a lu le roman devine, bien sûr. Des larmes coulent silencieusement, pas un mot ne dit. Derrière ces larmes, l'honneur qui est lavé, la possibilité d'une réinsertion dans la société, la fin de l'humiliation, la liberté, le fait de retrouver dans un quartier indigène enfin un milieu social, le fait de pouvoir envisager de reprendre contact avec sa famille, et même peut-être la possibilité d'une idylle qui est suggérée dans les pages qui précèdent. Tout ceci nous est dit par quelques larmes qui coulent dans un silence total, et c'est ce non-dit, tout ce sous-texte qui est bien sûr le plus important, et cela nous montre la difficulté qu'il peut y avoir à préserver dans la traduction toujours cette espèce de frange d'inconnu qui incite le lecteur à se demander, à essayer de répondre. Et un corollaire de ces remarques, c'est que nous avons du coup une énorme quantité de verbes d'action dans ces deux textes. On associe en général Arguedas à la description. C'est l'homme des paysages, dit-on. En réalité, ce sont de rares pages lorsqu'on le regarde de près. Et lorsqu'on le traduit, on s'aperçoit que Arguedas est l'homme des verbes, dans la mesure où justement, c'est le corps, c'est l'action, c'est le geste qui traduit le sentiment. Et cela nous amène à avoir des difficultés de traduction. J'ai opté pour des choix différents dans Diamantes y Pedernales, dont l'atmosphère est particulièrement lointaine, qui nous semble plus éloignée dans le temps que l'autre roman. J'ai opté pour respecter le passé simple, qui est celui que Arguedas emploie tout naturellement tout au long du texte, et qui me paraît aller très bien avec la rusticité et l'archaïsme que dégage l'atmosphère de ce roman. Par contre, dans le roman carcéral que je traduis ensuite, El Sexto, c'est tout à fait différent. Il y a évidemment des avalanches de verbes, tout n'est qu'action dans ce très beau texte. Et le roman carcéral est un domaine que nous connaissons bien, nous autres Français. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de ne pas avoir de difficultés techniques de traduction, parce que lorsqu'il s'agit de traduire des éléments pornographiques, scatologiques, etc., le français est d'une richesse absolument inépuisable, on le découvre. Mais nous sommes donc très familiarisés avec les œuvres de prison, qu'il s'agisse de romans, qu'il s'agisse de films, qu'il s'agisse d'ouvrages pittoresques ou d'ouvrages beaucoup plus sérieux. Et
nous sommes familiarisés avec des modalités de récit assez différentes, et il m'a semblé vraiment impossible de maintenir tout au long d'un roman un passé simple par foison, avec des pages, avec 40 passés simples, ce qui donne, j'ai fait de nombreux essais bien sûr, un texte extrêmement écrit, qui offre peu de crédibilité par rapport à nos usages français, et j'ai donc décidé d'opter pour le passé composé presque toujours dans ce deuxième roman, bien qu'en réalité il s'agisse de traduire le même temps. Pour terminer, je voudrais vous dire 2 mots de la parole dans ces deux livres, j'espère ne pas avoir été trop longue. Bon, comme je l'ai dit, tout est dans le non-dit dans ce texte. Il y a pourtant des discours. Mais ce qui me paraît le plus intéressant, c'est que les discours qui sont, j'ai envie de dire, reproduits par Arguedas, et non pas seulement directement émis par Arguedas, ces discours explorent toutes les possibilités de la parole humaine pour tromper, pour diviser, pour agresser, et non pas pour communiquer. Bon, il y a le discours évident de puissance et d'écrasement du terra teniente dans Diamantes y Pedernales, mais dans El Sexto, on parle. Il n'y a pas que du non-dit. Mais tous ces discours sont, si on les prend tous les uns après les autres, des discours à double détente, si l'on peut dire. Il y a le discours politique qui est fait de stéréotypes, et extraordinairement daté, et très scrupuleusement reproduit, par exemple. Bon, ça ne veut pas dire que ceux qui manient ce discours ne sont pas sincères, mais c'est un discours extraordinairement ambigu, parce qu'il porte à la fois la sincérité de la subjectivité, des hommes qui croient ce qu'ils disent, et en même temps, il porte bien sûr sur le plan objectif toute la sottise, les stéréotypes constamment employés pour bloquer tout échange en fait. Le discours est fait là pour empêcher la parole de l'autre et non pas pour tenter d'entrer en contact avec l'autre. On pense aussi au discours de Kamak, un des personnages les plus éminents de ce roman. Discours qui parvient, il met les mots sur les choses, nous dit le texte, mais très vite c'est un discours qui déraille. Voilà, on assiste au déraillement du discours, une xénophobie délirante et une homophobie qui ne l'est pas moins. Et nous voyons là comment c'est toute une série de vieux préjugés ancestraux s'expriment et font dériver un discours qui, au départ, est un discours d'une exceptionnelle sincérité. Et puis il y a le discours de Gabriel, l'étudiant, qui s'adresse toujours dans ses discours à son coturne, comme nous disions, son compagnon de cellule, Kamak, et on a souvent pris, Vargas en particulier, ce discours au premier degré. Voilà, c'est ce que pense Arguedas. Arguedas pense ce que Gabriel exprime dans ses discours. Or, lorsqu'on regarde de près le texte, on s'aperçoit que, en réalité, Gabriel ne s'exprime pas comme il s'exprimerait avec des camarades, avec d'autres étudiants, comme un intellectuel s'exprimerait. Il essaie de s'exprimer d'une manière qui soit compréhensible pour l'homme qui vit avec lui, et donc il emploie des métaphores un peu naïves, un peu maladroites, il simplifie son discours, il essaie de donner aux vieux charpentiers indigènes une espèce de vision globale qui a son avis vivant, mais c'est un discours emprunté en réalité. Et en fait, on s'aperçoit que pratiquement tous les discours qui apparaissent sont des discours qui portent en eux une ambiguïté que l'auteur nous désigne, nous montre tout à fait clairement. Et ceci m'a semblé être particulièrement important. Je crois que j'ai essayé de respecter cette ambiguïté, ce double visage, si vous voulez, de ces discours, à la fois sincères et en même temps, finalement, artificiels, ambigus, trompeurs et peu satisfaisants, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà quelques remarques que je voulais vous dire. Et je voudrais terminer, parce que j'ai commencé avec une petite citation de Proust, mais je voudrais la terminer parce que je la trouve très encourageante, et elle est très encourageante pour les traducteurs, vous allez le voir, et j'espère qu'elle s'applique bien à nos livres. Donc, je vous ai déjà dit la première phrase, les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot, chacun de nous met son sens, ou du moins son image,
qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens qu'on fait sont beaux. Alors, j'ai sûrement fait quelques contresens. Comme ces livres sont très beaux, j'espère qu'ils sont beaux. C'est une phrase qui me rassure beaucoup. Merci.